Bonjour, chers étudiants. Avec vous, aujourd'hui, c'est professeur Al-Chabouda. Je vais vous assurer le module de management qualité pour cette année, Inch'Allah. Permettez-moi de vous envoyer cet enregistrement au lieu d'un live. Euh, on aura l'occasion de le faire pour la semaine prochaine. Pourquoi aujourd'hui un enregistrement? C'est parce que ce live va coïncider avec un autre engagement que j'avais déjà et que je ne pouvais pas reporter pour une autre fois. Donc, je m'excuse aujourd'hui. Vous allez recevoir un enregistrement. La semaine prochaine, on va faire un live, Inch'Allah. Donc, je vous transmets cet enregistrement relatif à la première séance de management qualité que vous aurez aussi l'occasion, bien sûr, de voir sur la plateforme dédiée si vous voulez, à recourir à des QCM, dans laquelle vous allez retrouver le cours, le QCM, bien d'autres choses. Un enregistrement, il va vous servir aussi de le réécouter pour les gens qui n'ont pas pu suivre. Donc pour moi, ce n'est pas une séance qui est de moindre qualité par rapport à un live, mais je la trouve aussi avec beaucoup d'avantages. Donc, nous commençons à la barakatillah, ce module qui porte sur la qualité, sa gestion, donc pour arriver à la fin, un système de management qualité. Le management qualité, si on veut discuter de la qualité de manière générale, on va se rendre compte qu'il s'agit, si vous voulez, pour une personne ordinaire, soit d'un luxe, soit d'un confort, soit d'une sécurité d'utilisation d'un produit ou la sécurité alimentaire de nos produits, heu, ou la sécurité aussi de grands engins, les voitures que nous conduisons, ainsi de suite. Mais pour un gestionnaire, il s'agit d'une fonction transversale, c'est-à-dire qui va travailler en parallèle, qui va travailler avec toutes les autres fonctions, tout en essayant de les aider à réaliser leurs objectifs et à la fin de réaliser une stratégie et une politique générale de l'entreprise en essayant de résoudre à chaque fois les problèmes de la société. Donc, notre cours va suivre le plan suivant, deux grandes parties. Une première partie portera sur l'histoire de la qualité, sa conception, ses définitions, sa démarche, les outils de la qualité et de contrôle, le système de management, la fonction de la qualité au sein de l'entreprise, au sein de la politique produit, l'analyse de coûts de la non-qualité pour justifier la nécessité d'instaurer un système de management qualité et d'amélioration continue, une démarche qualité et la dernière, je dirais un troisième chapitre, pardon, ici c'est chapitre 2 et ici c'est chapitre 3. Donc, et une deuxième partie qui est réservée à cette partie, c'est-à-dire le chapitre 3, le chapitre management de processus, qui est toute une grande partie pour moi, je la considère comme une grande partie liée à la démarche à faire la qualité par le biais d'un processus. C'est-à-dire que nous allons essayer de présenter l'entreprise sous forme de cartographie, d'une carte géographique, illustrant le fonctionnement de l'entreprise sous forme de processus afin de maîtriser le métier et les fonctions et détecter les défaillances pour les corriger par une démarche qualité et d'une manière continue. Donc, nous allons continuer. Donc, dans ce diapo numéro 4, si on veut parler de n'importe quel problème maintenant, nous allons le relier forcément à un manque de qualité, que ça soit la défaillance des batteries de portables, que ça soit la défaillance des freins des voitures Toyota il y a une dizaine d'années, que ça soit aussi bien longtemps vers les années 2001, les attentats du 2011, parce qu'il y avait eu, si vous voulez, le départ de deux grands avions
vers la ville sans faire le contrôle des pilotes. Et plus encore, maintenant, le Covid-19, presque aucun pays au monde n'a pu trouver une procédure claire ni une démarche claire pour stopper le nombre de contaminations ni d'hospitalisation des gens sans se contaminer. Seuls quelques pays, deux ou trois en Asie, ont pu trouver un bon processus de dépistage et de traitement pour stopper la contamination massive des gens. C'est-à-dire, en plus de l'utilisation des masques et des gels et du confinement, il a fallu un processus de gestion des flux humains pour minimiser les dégâts. Les entreprises ont pris connaissance depuis toujours de la qualité, mais ils sont sûrs actuellement que c'est un moyen pour mieux fabriquer et mieux vendre et faire un anti-gaspillage et de bonne renommée et avoir une bonne renommée. Bref, la qualité est un allié incontournable. Comme toute voie normale, comprendre pour comprendre quelque chose, on doit remonter dans l'histoire de la qualité, c'est-à-dire sa position par rapport à l'époque, au développement de l'industrie de l'époque, au développement des outils de l'époque, de sa mise en œuvre et de sa maîtrise, ainsi que les auteurs et les entreprises ayant adopté cette démarche. Donc, nous sommes dans l'histoire, nous remontons au bien longtemps. Nous sommes à l'époque de préhistoire, ما قبل التاريخ. L'histoire, nous allons commencer par le code de Hammurabi comme étant la première référence pour, comme loi, comme code de conduite des civilisations les plus anciennes. Donc, le code de Hammurabi, قانون حمورابي, roi de Babylone, ملك العراق سابقا. Ce code est un ensemble de lois concernant la constitution des bâtiments. À l'époque, si quelqu'un construisait un bâtiment et que ce bâtiment tombe ou s'écroule sur la personne, entraînant la mort du propriétaire, alors le fabricant sera exécuté. Un peu plus dans l'histoire, vers l'époque des pharaons, les Égyptiens à l'époque, ils appliquaient eux aussi la même procédure. La main de celui qui produit, là il y a une récidivité, c'est-à-dire si vous répétez la chose plus d'une fois, vous allez avoir la main coupée ou bien vous serez exécuté. Mais cela la qualité ou bien exiger la qualité ne concernait que la cité pharaonique, c'est-à-dire au-delà de la cité, Kharij Abouab, la cité pharaonique, il n'y avait pas ce code. Encore plus dans le temps, chez les Romains et les Grecs, l'idée de la qualité, elle était véhiculée par l'État. Il y avait un homme de l'État qui jouait le rôle de contrôleur de la qualité chez les gens de métier. Par exemple, il y a le cordonnier, il y a celui qui fabrique les fromages, il y a celui qui vend la viande. Eh bien, il y a quelqu'un de l'État, quelqu'un de l'État comme un caïd, qui va passer entre les rues et il va s'assurer de la qualité des produits vendus et de la manière de produire et de vendre. Et s'il voit une anomalie, il va sanctionner la personne au nom de l'État. Donc, vers les années, à partir de 1900, le management qualité devient une fonction, comme je vous l'ai dit, transversale, qui a été longtemps réservée aux activités de production. Donc, nous revenons à 1920, là où l'industrie, elle était en progression, en pleine progression. Les États-Unis fabriquaient beaucoup d'armes et beaucoup d'automobiles. Et donc là, à partir de ce moment-là, les États-Unis, elle a commencé à instaurer certains outils de contrôle qualité. Pourquoi le Japon? Parce que le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, il est allé vers les États-Unis
pour apprendre ce métier de contrôle et de la qualité. Mais par la suite, nous allons voir qu'ils sont devenus les pionniers dans le domaine de la qualité avec avec ces fameux outils de la qualité. Vers les années 40, la production de masse prend l'importance, c'est-à-dire on commence à produire beaucoup et on commence à vendre beaucoup. Produire beaucoup, ce n'est pas plus important que le fait de vendre beaucoup. Et pour vendre beaucoup, il faut assurer la qualité, assurer la confiance des gens qu'ils peuvent produire sans aucun problème et consommer surtout. La fin de la Deuxième Guerre mondiale coïncide avec l'adoption par le monde des techniques de production qualité management développées aux États-Unis. C'est-à-dire là encore, c'était rien que pour encourager les gens à consommer une consommation de masse. Les années 70 et 80 sont l'entrée en période de la qualité totale. Là, nous allons voir par la suite que qualité totale, ça veut dire le trio mutuel, les actionnaires, le personnel et le client. Et là, les différents pays appartenant à l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce ou pas, ils devaient bien sûr respecter les normes mondiaux pour pouvoir vendre en toute circulation, pour pouvoir bien sûr liquider leur production à l'échelle internationale sur les différents continents. Donc là, ce tableau, il est très récapitulatif. Ce tableau, il résume bien sûr l'époque, l'objet de la qualité, elle était considérée comment? Est-ce qu'il s'agit d'une détection de défaut, juste un contrôle? Est-ce qu'il s'agit d'un contrôle de maîtrise de la qualité du produit fini? Est-ce qu'il s'agit d'une qualité permanente? Est-ce qu'il s'agit encore d'une qualité totale que nous sommes en train de voir actuellement? Donc, pour la première colonne, c'est la qualité, elle était considérée comme une inspection contrôlée. Vers les années 20, on produisait bien sûr des armes, on produisait des voitures pour les guerres et là, on devrait s'assurer, inspecter, contrôler est-ce qu'il n'y a pas de défaut dans les voitures ou bien dans l'arme qui vont causer bien sûr des dégâts de consommateurs. Donc là, la méthode utilisée à l'époque, c'était la supervision. Le concept clé sur lequel on s'est adapté, c'était la division de travail. La division de travail remonte à Adam Smith, bien sûr, mais lorsqu'on dit division de travail, elle a été développée par la suite par Taylor en donnant naissance à l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire comment on pouvait calquer le travail d'un artisan et le rendre un travail des tâches industrielles sans erreur et tout en augmentant la productivité de chaque agent dans la chaîne de travail. Les acteurs, les gens qui ont travaillé dans ce concept, dans ce modèle de qualité, c'est bien sûr le service inspection et contrôle. Les auteurs, c'est Taylor. Les entreprises sur lesquelles cette démarche a été appliquée, c'était l'entreprise Singer et Mac et Corning. La deuxième époque des années 30, c'est le contrôle de la qualité. Là, on est toujours sur le contrôle du produit final, d'accord? Donc, c'était le niveau de la qualité acceptable. On arrivait à la fin et voir et calculer combien de défaillances par rapport à un lot. Pourquoi cela? Parce qu'à l'époque, il y avait l'apparition des nouvelles méthodes statistiques probabilistes et l'échantillonnage que vous allez voir aussi, que vous avez déjà vu, pardon. Donc là, le modèle de statistique, on prend un échantillon et on va tester combien d'articles défaillants dans les 100 échantillons que vous avez choisis. Bien sûr, vous avez un objectif donné par la direction contrôle. Il peut être de 1 à 2 à 3%. Si vous dépassez ce nombre, donc vous devez revoir la chaîne de production. Si c'est bon, on accepte cette production.
la fin, si vous voulez, vers le début des années 50-60, on commence à trouver, si vous voulez, les nouvelles, démarches de la qualité permanente, c'est-à-dire l'amélioration en permanence, trouver les méthodes. Pourquoi? C'est parce qu'on était dans l'ère de la fiabilité du client, c'est-à-dire la fidélisation de notre client. Nous sommes en train de produire en masse, nous avons besoin de consommateurs de masse. Pour que vous puissiez acheter beaucoup de produits et les mettre dans votre congélateur ou dans votre placard, vous devez être sûr que ce produit n'est pas périssable et qu'il peut durer chez vous. Pour cela, il faut une qualité permanente et il faut des procédures permanentes et une bonne organisation technique de l'entreprise pour pouvoir arriver à cet objectif. Actuellement, nous assistons jusqu'à maintenant à une qualité totale. Toutes les entreprises cherchent si vous voulez, cherchent à maximiser la qualité, à minimiser les déchets et les coûts de la non-qualité, bien sûr, et en assurant la qualité pour les trois personnes, les acteurs qui sont les actionnaires de l'entreprise, ceux qui ont rapporté leur capital, le personnel qui travaille et qui doit être, si vous voulez, à l'aise et en sécurité dans son environnement de travail, et le client qui va acheter votre produit. Vous devez le fidéliser pour qu'il revienne encore une autre fois. Donc, un autre tableau, mais avec une subdivision autre que la première, donc c'est la même chose, il reprend presque la même chose. Donc, la notion de qualité, comme nous avons vu, elle a été confrontée à certains événements historiques, des événements en relation avec le développement technologique, en relation avec les événements politiques et géographiques, en relation avec le développement humain aussi, sociétal, politique, ainsi de suite. Toutefois, la conception de la qualité, qui est très ancienne, mais pourquoi l'ISO? Ce sont les grands organismes internationaux et ils ont été fondés, c'était juste pour se mettre d'accord sur des critères de commerce mondial. Il y avait les 5 continents, mais bien sûr, ce sont les 3 grands continents qui ont été dans la galère, le continent asiatique, le continent européen, le continent américain avec le nord et le sud. Et pour pouvoir être tous dans un organisme reconnu mondialement, l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, et être signataire, il fallait respecter les normes d'import et d'export que chaque continent va mettre à la disposition de l'autre. Donc, ces ISO-là ont donné les critères pour vendre certains produits, pour faire du commerce librement et sans se soucier de la qualité. Donc, en général, ce qui nous importe ici, c'est la qualité, la version de qualité, de management qualité et de la qualité totale. À partir de 1987, la qualité, elle a été vue comme étant l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confèrent l'attitude à satisfaire les besoins de l'utilisateur. Donc là, il y a un ensemble de propriétés et de caractéristiques d'un produit que vous devez respecter et qui sont nommés par un cahier mondial et bien sûr la satisfaction du client, de l'utilisateur. Juste quelques années après, c'était un ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'attitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. Donc la première, elle mettait en relation les caractéristiques du produit et le client. La deuxième, elle rajoute d'autres et elle spécifie les besoins. Elle rajoute toute l'entreprise, ensemble des caractéristiques d'une entité, c'est-à-dire l'entreprise, sa procédure de fabrication, ses matières premières, sa relation, son comportement vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de
ses travailleurs vis-à-vis de ses partenaires, ainsi de suite, pour pouvoir donner naissance à un produit ou un service qui va satisfaire quoi? Pas d'une manière générale satisfaire l'utilisateur ou le consommateur, mais d'une manière plus précise, satisfaire le besoin exprimé et implicite, c'est-à-dire ce que vous allez exprimer clairement en détail, en couleurs, en chiffres, en dates, ou bien des choses que vous n'allez pas pouvoir exprimer, mais l'entreprise doit respecter automatiquement parce que tout le monde y respecte. Encore dans le temps, en remontant après 6 ans, vers les années 2000, l'ISO 9000 toujours, c'est la famille, on appelle ça les ISO de la famille 9000, donnait la définition suivante. L'attitude d'un ensemble de caractéristiques, la qualité c'est quoi? C'est l'attitude d'un ensemble de caractéristiques à satisfaire des exigences. Là, c'est l'ensemble des caractéristiques à satisfaire des exigences. Mais les exigences pour l'entreprise sont nombreuses. Les exigences produits, c'est-à-dire la matière première, la méthode de fabrication, le produit ou bien le service. Une activité ou le processus, c'est-à-dire vous devez respecter l'environnement, respecter la production. Vous devez produire d'une manière optimale et sans gaspillage. L'organisme lui-même, l'entreprise, elle doit faire attention à son image et la personne, c'est-à-dire respecter le personnel et la société tout entière. Les exigences des utilisateurs ou des clients sont nombreuses. Ils peuvent être des clients particuliers comme ils peuvent être des entreprises. Ça peut être public ou privé. L'attitude devient floue et très grande. Aussi, il faut se mettre dans la tête que l'attitude ou bien la fabrication d'un produit ou bien la qualité dans la production, elle est beaucoup plus facile que la qualité dans les services. Car lorsque vous perdez un client pour un mauvais produit, c'est calculable, c'est beaucoup plus facile à calculer. Mais lorsque vous voulez calculer un client mécontent de votre service, ce sont plusieurs produits et plusieurs autres services que vous allez manquer à mesurer dans votre chiffre d'affaires. Bien sûr, à cela, à toutes ces contraintes et exigences, il faut se mettre dans la tête les grandes conditions auxquelles se heurtent les entreprises qui sont le coût et la disponibilité, c'est-à-dire est-ce qu'elle pourra mettre, si vous voulez, à jour son produit ou son service et quelles sont les différentes conditions pour le mettre à la disposition du client au bon moment et dans les meilleures conditions. Donc tout cela, c'est toute une philosophie, mais je dirais ce n'est pas une philosophie, c'est une gestion concrète à maîtriser du management qualité pour satisfaire les attentes de ses clients et en même temps doit respecter et occasionner l'engagement de l'autorité. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau et bien sûr pour ne pas charger même les enregistrements et bien sûr, on se donne rendez-vous pour le mercredi prochain pour une séance live, Inch'Allah, bihawlillah.